Choisir un statut juridique pour son entreprise sociale en France, on pourrait croire que c'est juste une formalité, un peu de paperasse. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est vraiment l'acte fondateur, celui qui va donner une âme, un cadre à la mission sociale. C'est là qu'on définit l'ADN même du projet. Alors voyons ensemble comment y voir plus clair. Pour bien commencer, rien de tel que cette citation de Jérôme Sadier. Elle est parfaite parce qu'elle est rassurante et elle pose tout de suite les bases. Il n'y a pas de formule magique. Le meilleur statut, c'est tout simplement celui qui colle au projet et pas l'inverse. C'est la mission qui doit nous guider, pas la complexité des textes de loi. Mais alors, un statut juridique, concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est le cadre légal qui fait que l'entreprise existe officiellement. C'est ce qui définit les règles du jeu, comment elle va fonctionner, ses responsabilités, son identité fiscale, sociale. C'est un peu comme le plan d'architecte de la structure. Alors voilà le parcours qu'on va suivre ensemble. D'abord, on va partir de l'essentiel. Le statut est au service de la mission. Ensuite, on se posera deux questions clés. Le modèle économique et la gouvernance. Après ça, on pourra explorer les trois grandes familles de statuts qui existent. Et pour finir, on verra que ce cadre n'est pas figé, qu'il peut évoluer. On attaque donc la première partie, en plan pour sa mission. L'idée forte à retenir, c'est vraiment ça. Il ne s'agit pas de tordre son projet pour le faire rentrer dans une case juridique, mais de trouver la case qui va épouser parfaitement les formes de son projet. Ce qui est super important, c'est de bien comprendre la logique du processus. Regardez bien, tout part de la modélisation du projet social et économique. C'est seulement une fois que cette étape est claire qu'on peut choisir la forme juridique. Ensuite, on peaufine ce cadre en rédigeant les statuts et seulement à la fin, on déclare la structure. C'est une démarche logique, étape par étape. On passe à la deuxième partie et là on rentre dans le vif du sujet avec la première question fondamentale, quel est le modèle économique? Pour le dire simplement, comment est-ce que l'entreprise va gagner sa vie? D'où viendra l'argent? Est-ce que ce sera principalement des ventes, des aides publiques, des dons, ou est-ce qu'on comptera beaucoup sur des bénévoles? Chaque réponse oriente vers un statut différent. Par exemple, une association loi 1901, c'est le statut idéal pour recevoir des dons et mobiliser des bénévoles. À l'inverse, une société commerciale, elle, est par nature taillée pour les activités marchandes. Autre question, toujours sur le plan financier, est-ce que le projet aura besoin de beaucoup d'argent pour démarrer ou pour grandir? C'est là qu'on parle de capital social. Une association, par exemple, n'en a pas. Du coup, pour lever des fonds auprès d'investisseurs, c'est plus compliqué. Les sociétés commerciales, elles, qu'elles soient classiques ou coopératives, peuvent faire entrer de nouveaux associés pour augmenter leur capital. Et ça nous amène au nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait des bénéfices? Ici, on a en gros trois philosophies. Pour l'association, c'est simple, c'est non lucratif. Tous les bénéfices doivent être réinvestis dans le projet. Dans les coopératives, on parle de lucrativité limitée. Les profits sont partagés entre les réserves de l'entreprise, les salariés et une petite part pour rémunérer le capital. Et enfin, les sociétés commerciales classiques, leur but peut être de distribuer des dividendes, même si, pour être reconnues de l'ESS, elles doivent fortement encadrer cette distribution. Troisième partie. Après avoir parlé d'argent, parlons de pouvoir. Qui décide et comment? C'est toute la question de la gouvernance. Comment le pouvoir est organisé en exercé dans la structure? Alors, comment les décisions seront prises? Qui aura son mot à dire? Dans l'entrepreneuriat social, c'est une question absolument centrale, parce qu'elle touche directement aux valeurs de démocratie et de participation. Et là, deux grands principes s'opposent. Voilà la grande différence. D'un côté, on a le principe démocratique, une personne égale une voix. Le pouvoir est lié à l'individu, pas à l'argent qu'il a mis. C'est même obligatoire dans les coopératives comme les SCOP ou les SIC, et c'est la norme dans les associations. De l'autre côté, on a le principe capitaliste. Une action égale une voix. Là, le pouvoir est proportionnel au capital qu'on détient. C'est la règle de base pour les sociétés commerciales classiques. Une autre question de gouvernance, très personnelle cette fois, concerne la place des fondateurs. Quel rôle on veut jouer? Et question très pragmatique, est-ce que l'objectif c'est d'en vivre? La réponse change tout, notamment sur la question de la rémunération. C'est très encadré, voire impossible pour un dirigeant d'association, alors que c'est la norme dans les autres formes de société. Bon, maintenant qu'on a bien cerné les besoins du projet avec ces questions, il est temps d'ouvrir la boîte à outils. On entre dans notre quatrième partie, les trois grandes familles juridiques. Ce tableau résume parfaitement les choses. D'un côté, l'association. Son principe est non lucratif. Elle n'appartient à personne, si on peut dire, et ses bénéfices sont réinvestis. Au milieu, la coopérative. Là, c'est la gouvernance démocratique qui prime, avec une lucrativité limitée. Elle appartient à ses membres. Et enfin, la société commerciale. Elle est orientée profit, appartient à ses actionnaires, mais on peut l'adapter pour l'ESS. Ça donne une vision d'ensemble très claire des options.
Allez, on aborde notre dernière partie pour voir comment tout ça peut évoluer. Parce qu'une structure juridique, ce n'est pas une cage, ce n'est pas figé dans le marbre. C'est un cadre vivant qui doit pouvoir respirer au même rythme que la mission. Un point crucial, c'est la souplesse. Et comme on le voit ici, toutes les formes ne se valent pas. L'association Loi 1901 est la championne de la flexibilité. La loi donne très peu de règles, ce qui laisse une liberté maximale pour tout définir dans les statuts. La SAS est aussi réputée pour sa souplesse. À l'inverse, d'autres formes, comme la SA, sont beaucoup plus rigides. Et donc, oui, la structure peut évoluer avec le projet. On peut bien sûr adapter les statuts, on peut transformer une SARL en SAS par exemple, ou même créer des montages un peu hybrides comme une association qui aurait une filiale commerciale. Attention quand même à une limite importante. On ne peut pas transformer directement une association en société commerciale. Il faudrait créer une nouvelle entité. Finalement, on comprend bien que le statut juridique, ce n'est pas juste une obligation légale. C'est la toute première et la plus puissante déclaration des valeurs de sa mission. C'est l'acte qui ancre l'utilité sociale, la gouvernance et le rapport au profit dans le marbre. Du coup, la question finale n'est pas seulement quel statut choisir, mais plutôt que va déclarer le vôtre.